Voilà, je me présente, je suis le professeur Arnaud Lafont, je suis responsable de la chirurgie orale à Lyon et aussi responsable de 2 DU d'implantologie. Là, l'objet de cette conférence, c'est de montrer l'intérêt de cette chirurgie dans les enjeux et les défis de l'hôpital contemporain, de l'hôpital aujourd'hui, puisque, on le sait, actuellement, les résultats financiers des hôpitaux sont quand même dans le rouge, progressivement, et ça ne s'arrange pas dans les années là, qui ne sont pas inscrites après. Donc nous, en tant que praticiens, on est contraints finalement de s'orienter vers des solutions thérapeutiques qui vont être moins onéreuses, moins compliquées. Il faut gérer les déchets en les réduisant, donc réduire notre empreinte carbone, donc employer moins de matériaux. Ceci, ça va aussi avec une réduction du nombre de rendez-vous, et aussi finalement des interventions qui sont moins longues et qui entraînent moins de comorbidité pour les patients, ce qu'on appelle les techniques chirurgicales flapless, tout en garantissant bien sûr la sécurité, parce que l'intérêt c'est de toujours proposer des traitements tout à fait sécures pour nos patients, primum non serré, on ne sort pas de là évidemment. Il y a quasiment plus d'incisions pour une appendicectomie. Donc tout ça, ça concourt à moins de rendez-vous, des interventions qui sont plus courtes. Quand vous avez une intervention qui est plus courte, surtout dans la bouche, eh bien on expose moins les tissus au risque infectieux, parce que moi je suis toujours assez réservé sur les interventions de chirurgie orale avec des lambeaux importants qui durent longtemps, car tout ceci se retrouve sur les suites opératoires qui seront beaucoup plus douloureuses. L'intérêt de tout ce que je vais vous montrer aussi, c'est de recentrer totalement l'implantologie autour du patient. Et l'idée, finalement, c'est de proposer un protocole de pose d'implant, de proposer un implant qui soit adapté à l'anatomie du patient. Je vous ai montré cette photo parce que c'est la trousse de chirurgie implantaire que l'on utilise à Lyon. Et avec cette trousse chirurgicale, on peut poser l'intégralité de nos implants. C'est-à-dire que dans cette trousse chirurgicale, vous avez des expanseurs, vous avez un sinus lifter qui permet donc de soulever la membrane sinusienne. Les expanseurs permettent d'élargir les crêtes fines ou de densifier des os peu denses au maxillaire, des densités 4. On a dedans, vous le voyez, un maillet, et puis ce qu'il faut finalement pour faire une anesthésie et poser un implant sans lambeaux, puisque l'intérêt de cette technique, c'est de ne pas utiliser de lambeaux, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas de bistouri dans cette trousse chirurgicale. Avec un temps opératoire, vous voyez, en plus, qui est divisé par 3, c'est-à-dire qu'auparavant, on passait un patient par vacation. Le docteur Legal qui est avec moi peut en témoigner, puisqu'on opère tous les deux en implanto à Lyon, c'est vraiment ça. On a multiplié par 3, voire parfois par 4, quand on a les implants unitaires en flapless, que toutes les planifications étaient faites en avance, qu'on a un guide physique. Vous posez votre implant en quoi? En 15 minutes chrono, c'est fait. D'accord? Vous voyez, ça c'est un peu le mode c'est un peu le patient que l'on a souvent maintenant aux HCL. On a, vous voyez, un bridge là qui est perdu avec une molaire qui est infectée. Eh bien, au lieu d'extraire, disons, de prévoir une greffe, parce que vous voyez, il y a peut-être un peu, alors là encore, il y a d'os résiduels, mais parfois il y a peu d'os résiduels. Eh bien, on va couper le bridge, on va extraire la molaire, positionner un implant en lieu et place de la molaire, voilà, et on va poser 2 autres implants en flapless. Ça, on le fait en une séance relativement courte, d'accord? Alors ici, on a fait un petit point pour tenir un matériau de comblement. Vous le verrez, on n'utilise pas toujours des... Là, c'est une éponge de collagène, tout simplement. On n'utilise pas toujours des matériaux de comblement sur des postes tractionnels. Si on a toutes les parois autour de nos spires implantaires, on n'a pas besoin d'utiliser de comblement. Ça fonctionne très bien aussi sans. Ce qui est très intéressant dans ces protocoles et dans cet implant, c'est qu'on peut, dans toutes les situations d'extraction, positionner un implant.
Donc on fait beaucoup plus d'extraction-implantation immédiate. On compile aussi des greffes en sous-sinusien, quand on fait des post-tractionnels. Ça nous arrive assez fréquemment et ça fonctionne aussi très bien parce qu'on a un protocole dédié à cela. On a donc ensuite des réhabilitations prothétiques qui sont facilitées. Comme on a un implant monobloc, il n'y a pas de dégagement chirurgical à faire. Et donc quand on voit les patients en post... quand on voit les patients 3 mois après, eh bien on n'a plus qu'à prendre l'empreinte. Une sortie prothétique qui est à la fois dédiée aux prothèses scellées unitaires ou transvissées unitaires, comme ici, mais aussi qui peut être dédiée aux prothèses plurales transvissées. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'un pilier multi-unite, mais sur un implant monobloc. Donc là aussi, c'est une véritable innovation. Une fois que ce scanner est effectué, eh bien, on va pouvoir ensuite passer un trépan, vous voyez, autour de ce pin guide, autour de cette broche. Et ce trépan, eh bien, on va pouvoir donc retirer une carotte osseuse. Une carotte osseuse qui est relativement fine, puisque ce sont des implants qui présentent un corps, vous voyez, relativement fin, avec des spires larges. On peut passer un tarot s'il y a besoin. Alors, on ne passe pas des tarots dans tous les cas. On passe des tarots vraiment à la mandibule, dans des os de densité, dans os basal. Voilà, c'est vraiment des densités fortes, densité 1, quoi. Où là, on passe le tarot et l'implant est stabilisé dans son os. Voilà. L'intérêt de ces implants aussi, c'est la cuff, ici. Cette cuff, elle a un intérêt double. Le premier, c'est qu'elle est totalement réglable, d'accord? Donc en fonction de l'épaisseur du tissu mou que vous avez ou du geste que vous faites, sur une extraction implantation immédiate par exemple, vous allez choisir une cuff plus ou moins longue. Okay, ça peut aller de 1 à 5 mm. Donc on peut avoir des implants, si vous voulez, avec un col lisse long. L'autre intérêt, c'est d'avoir un véritable manchon fibreux, et ça, nous, on l'a montré en histologie. On a fait des coupes histo sur des implants posés chez des chiens beagle, et on a pu observer finalement un manchon fibreux qui permet de protéger les spires de toute attaque bactérienne et qui limite donc la parodontite. Là, pour le MagiCore, proposé ici dans cet exemple un 5,5, on va en fait passer un trépan de 3,6, et là, on va pouvoir poser notre implant, si l'os n'est pas très dense. Si l'os est plus dense, on va passer un tarot, et ce tarot n'a pas d'action de compression, il va juste couper l'os, et finalement, notre implant va se bloquer tel un Lego, tel 2 éléments de Lego ensemble, si vous voulez. Il ne va pas comprimer le tissu osseux. L'autre intérêt, c'est qu'on peut se rapprocher au plus proche du périoste avec l'implant MagiCore, sans donner de forces de compression qui pourront être néfastes sur la résistance mécanique de l'os, notamment au maxillaire. Autre intérêt, il y a beaucoup plus de volume osseux entre les spires de l'implant. Donc finalement, on a beaucoup moins de titane. Et moins on a de titane, mieux on se porte finalement. Vous voyez, sur un implant d'un diamètre 5,5, d'un diamètre 5, eh bien, finalement, on aura beaucoup plus de contact os-titane. Et en recherche, c'est très important parce qu'on mesure ce qu'on appelle le BIC, le bon implant contact. Et donc, plus on a un pourcentage de bon implant contact qui est important, eh bien, plus l'implant a de chances d'avoir une bonne résistance au niveau de son ostéo-intégration. Et vous le voyez aussi, mais ça c'est pour tous les implants standards, on a toujours une petite perte de l'os cortical, parce que cet os cortical est très peu vascularisé, très dense. Il est aussi très fin, cet os, et il est souvent perdu quand on pose un implant. Je ne dis pas qu'on ne le perd pas quand on pose un implant MagiCore, mais je dis que le passage du col lisse de cet os cortical, eh bien, même si on a une perte de cet os cortical, on n'est pas après à risque de périimplantite comme on l'est en implantologie standard. Parce que là, c'est la surface rugueuse qui est exposée, qui peut être exposée et qui peut engendrer après une périimplantite. Autre intérêt aussi de cet implant monobloc MagiCore, c'est que c'est incassable.
Ça, Régis, je pense que tu peux en attester. Ça fait 5, maintenant 6 ans qu'on pose des Magicor, qu'on les met dans des situations un peu farfelues parfois. On a 0 casse. Je crois que si vous êtes tous implantos ici, vous avez tous eu des casses sur des implants bon level. Tous. On ne fait que ça. Et vous voyez ici sur cette radio, on avait une perte osseuse en distale. Et en fait, cette perte osseuse, elle était liée à une fêlure de l'implant. Vous voyez ici? Et ça, on ne l'avait pas vu tout de suite. Hein, mais là, on a bien une fêlure. Suite à cette fêlure, évidemment, après, il y a eu une fracture. D'où après la mise en place d'un implant Magicor qui, lui, on le sait, ne fracturera pas. Voilà. Alors, l'intérêt de la keuf aussi, c'est que finalement, quand vous posez votre prothèse, et ça marche vraiment pour toutes nos situations, on a la gencive qui, une fois la prothèse posée, elle n'est plus affectée par le bol alimentaire, eh bien, on a vraiment une croissance de cette gencive qui se met à la limite au joint dentoprothétique. On l'explique aussi par le fait qu'il y a une protection du bol alimentaire, mais qu'il y a aussi une zone inflammatoire qui se crée finalement au joint. Et cette zone inflammatoire, on préfère la voir au-dessus de la gencive qu'au niveau osseux, hein, vous comprenez bien. Alors je reviens à mon cas de tout à l'heure. Hein. Donc on a positionné nos pin guides. Hein. On a pris un cone beam pour vérifier qu'on était bien dans l'axe osseux, puisqu'on a posé ces pin guides en flapless. Une fois que ça a été vérifié, on positionne nos implants, enfin on passe le trépan, on passe le tarot si nécessaire, et on positionne nos implants, certains sur les crêtes édentées, d'autres dans les sites post-tractionnels, et à 15 jours, on se retrouve dans cette situation. Autre situation là, une patiente de 58 ans, elle est phobique, elle fume, elle ne veut pas de greffe, elle a une densité osseuse de 4, elle a à peu près 4 mm. Comme je vous l'ai dit, comme ça a été prouvé dans le papier que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, on va faire l'équivalent d'un Summers, hein, en passant le sinus lifter, et on passe donc notre Magicor qui nous permet d'avoir une keuf qui permet le passage transgingival, l'os cortical, et les spires de l'implant qui vont nous permettre d'avoir une très bonne stabilité. Et voilà notre implant qui est positionné ici, en juxta-sinusien. Vous voyez, je vous ai montré cette patiente parce qu'on a 5 ans de recul et j'avais démonté la prothèse parce que la patiente fume beaucoup, vous voyez les dépôts de tabac. Donc je voulais m'assurer que l'implant était en bonne santé. Bon, il y a une légère inflammation périimplantaire, mais tout va bien, elle a toujours son implant. Et ça se passe très bien. Donc là, j'avais bien décapé, bien nettoyé. La patiente est hyper satisfaite. Quand on a des patients qui viennent vous voir, qui sont phobiques, on leur a proposé des greffes, qui viennent vous voir et vous les traitez sans greffe, avec une facilité pour les patients qui est assez déconcertante, puisque là, l'implant est posé sans lambeau, d'accord? Une intervention qui est très courte, c'est vrai que ça vous donne des étoiles sur Google, quoi. On va dans une seule séance, et ça, on ne peut le faire que par la chirurgie minimale invasive, hein, on va lui poser donc 3 implants en flapless, ça va être relativement rapide finalement, quand tout est prévu à l'avance, et on va aussi extraire des dents dans le même temps opératoire. Bien sûr, la chirurgie minimalement invasive, sans lambeaux, c'est quand même une technique exigeante. On peut se retrouver sur des situations telles que celle-là, si on n'y prend pas garde. Alors moi, je vous ai montré des cone beam per op. Maintenant, avec la chirurgie naviguée, la chirurgie guidée, on évite quand même ce genre de problème. Donc on utilise des guides physiques ici, par exemple. Donc on planifie sur Blue Sky Plan, on a le guide physique. Le guide physique nous permet de positionner nos pin guides, nos points d'impact. Alors vous voyez ici le point d'impact, ici on ne le voit pas, mais il est ici, là. Donc on va faire une petite incision, là aussi, pour reporter la gencive en vestibulaire de notre implant. Vous voyez là, il y a une inadéquation entre l'os et la gencive ici. Hein. Donc on va faire ça aussi à la mandibule. Vous voyez ici le point d'impact est là, la gencive kératinisée est ici. Donc on fait une incision lunulaire, on repositionne notre gencive en vestibulaire de l'implant. Ici on avait mis un biomatériau devant, on en utilise moins maintenant. Regardez la gencive à 1 mois, à 1 semaine, à 1 mois, grâce à la stabilité du monobloc, on a une cicatrisation qui est tout à fait remarquable. Et quand vous faites des comblements osseux, sous le lambeau, ça fonctionne aussi très très bien. Sans membrane, hein, on l'utilise, jamais de membrane, que des biomatériaux, hein, ou même parfois que du PRF. Vous voyez ici, donc en bas, la mandibule à 1 mois, pareil. En plus, on retrouve avec une crête qui est légèrement élargie. Hein.
voyez, avec la pose du monobloc. Au niveau de la sortie prothétique, c'est parfait, c'est fabuleux, on a une belle sortie. On va pouvoir mettre en place des prothèses, que des prothèses transvissées. On ne fait que du transvissé avec les monoblocs, que ce soit clair. Transvissé, jumelé, enfin ici, la prothèse transvissée jumelée. On ne fait, moi personnellement, je ne fais que ça. Alors bien sûr, maintenant, on peut s'appuyer sur la chirurgie naviguée. C'est encore plus simple, on n'a pas de guide physique. Là, on va nous recevoir bientôt aux HCL la chirurgie naviguée. Je sais qu'ils l'ont déjà dans beaucoup de centres. Et on va pouvoir développer encore plus la chirurgie flapless grâce à ces outils qui nous permettent finalement de positionner nos implants sans ouvrir un lambeau. Pourquoi ouvrir un lambeau finalement quand on a une vision de l'os en direct? Alors là, vous voyez, c'est un film que j'ai pris d'un robot chirurgical. Alors aux États-Unis, ils utilisent le Magicor et ils le posent avec un robot chirurgical. Alors c'est encore mieux finalement, parce que là, on n'a pas les aléas que l'on peut avoir avec une chirurgie naviguée, vous savez, de forêt qui glisse sur un os cortical qui est très dense parfois. Autre cas, parce qu'on a beaucoup de cas issus du réseau ORAR, on traite beaucoup les patientes qui ont des agénésies. Cette patiente-là, moi, je récupère un peu, c'est vrai, dans cette consultation de post-implantaire, des situations un peu tragiques, complexes. Imaginez cette patiente, elle a 24 ans. Elle a déjà eu des greffes osseuses au maxillaire. Ça n'a pas bien fonctionné, comme vous pouvez le voir, parce qu'elle est phobique. Donc, je pense que les greffes osseuses n'ont pas dû bien fonctionner chez elle, parce qu'elle a dû bouger, l'intervention a dû s'arrêter en cours. Je n'ai pas toute l'histoire, toute l'historique. Mais en tout cas, on n'est pas arrivé au bout de son traitement. Elle a perdu un implant pour une périimplantite en bas, vous allez le voir. Elle en a quand même gardé un sur les deux. Et en haut, les greffes n'ont pas fonctionné. Donc, grâce à ces protocoles d'expansion osseuse, et grâce au Magicor qui permet de se stabiliser sans compression osseuse, vous l'avez compris, eh bien, on va pouvoir poser des 3 mm dans des crêtes aussi fines que ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poser quasiment un 3 mm dans une crête de 3,5, quoi. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, grâce à ces spires, on va pouvoir stabiliser notre implant. On va pouvoir expandre la crête. Grâce au monobloc, on a une fixité tissulaire. Donc, on évite tout mouvement intempestif ou toute chirurgie rajoutée. Voilà, ici, on est à 3 mois. Vous voyez, donc la gencive est parfaitement bien cicatrisée. Vous voyez, on a des sorties implantaires. Alors là, peut-être qu'il est un peu moins enfoui, cet implant, par rapport à celui-là, mais ça ne pose pas de problème pour la prothèse derrière. Vous allez le voir. Ici, donc, on a des prothèses transvissées avec une extension au niveau de la latérale. Donc là, on est à la pose de la prothèse. Et là, on est à 1 an. Donc la patiente a ralenti le tabac. Elle fume malheureusement toujours un peu, mais je la vois tous les ans pour contrôler, pour nettoyer. Voilà ici une patiente qu'on a dû greffer. Je vous l'ai montré parce qu'elle avait une épaisseur de gencive très importante. On la voit son épaisseur, vous voyez ici. Donc on a dû enfouir le poste et on a dû mettre des cols très longs, vous voyez, pour vraiment garder tout ce volume gingival qui, à mon avis, était en lien aussi avec toutes les chirurgies qu'elle avait subies, orthognatiques. Là, elle était ravie aussi de cette chirurgie. Ici, pose des implants en flapless. Donc, comblement latéral avec incision, évidemment, et pose des 2 implants en flapless. Alors, il y a aussi les évolutions au niveau des réglementations. On le sait, les nouvelles recommandations de l'HAS pour la mise en place d'implants pour les patients en risque de l'endométriose infectieuse, eh bien, nous recommandent de ne pas utiliser de membrane pour faire le préimplantaire. Okay ? Donc la chirurgie minimalement invasive, telle qu'on vous l'a décrit, en n'utilisant que des biomatériaux particuliers, en flapless, limite les risques infectieux, limite les risques hémorragiques. Souvent, c'est les patients qui ont des prothèses valvulaires sont sous anticoagulants. Eh bien, vous pouvez parfaitement leur proposer ce type de chirurgie avec l'adjonction d'un matériau de comblement sans utilisation de membrane. Je peux vous le garantir, on n'utilise jamais de membrane avec ce type de chirurgie, jamais. Le bridge du bas, là, ne convient plus. Alors, il y a des périimplantites qu'on va devoir traiter. Il y a des dents qui sont fracturées, cassées, qui sont à extraire. La patiente ne supporte plus ce bridge qu'on n'arrête pas de lui recéler. Elle a un Parkinson, elle est âgée. On va quand même essayer de lui proposer une solution fixée parce qu'elle ne veut pas d'appareil dentaire. Elle a bossé dans un centre dentaire toute sa vie, elle a vu des appareils toute sa vie, elle ne veut pas en voir. Donc,
On procède toujours de la même sorte. Donc on commence par le bas, on extrait les éléments dentaires infectés. Là, ici, on va mettre un bridge provisoire sur ces 3 implants, d'accord? On va traiter en parallèle la périimplantite, ok? Le haut, on s'en occupera plus tard. Déjà le bas, on est en 2019. Voilà, donc le temps passe. Moi, je la revois en 2024, où elle se décide à faire le haut. Et ça vous permet de voir l'excellente stabilité des implants en bas. Vous voyez, hein, l'os est bien conservé. La technique opératoire est la même que celle que je vous ai montrée. On avait extrait les dents infectées, mis en place les implants post-tractionnels et mis en place une prothèse provisoire transvissée. D'accord ? Une fois que les implants sont pris ensuite, on met en place une prothèse définitive telle qu'elle est là, tout est transvissé. Pour le haut, on est un peu plus embêté parce que là, on a un bridge complet qui intègre les implants et les dents. Ça se faisait il y a 10-15 ans, ce genre de prothèse. Donc, on est sans le bridge. On va poser les implants dans les dents qui sont complètement infectées. Et on va remettre son bridge d'usage sous les implants que l'on a posés. Voilà la situation que l'on a donc au départ. Voilà les implants qu'on va extraire qu'on va mettre dans un premier temps. Voilà les implants mis en place. Le bridge qui a été repositionné sur les éléments dentaires encore corrects et les 2 implants postérieurs. D'accord ? Là, on laisse les choses en l'état plusieurs mois pour que les implants prennent. Et vous avez compris ma démarche. Ensuite, une fois que les implants seront pris, on va extraire les dernières dents, peut-être mettre encore un implant si au besoin. Là, il n'y a pas besoin, il y a assez d'implants. On positionne un bridge provisoire. D'accord ? On attend que tout cicatrise. On reprend une empreinte et on mettra le bridge définitif. Autre situation, des patients handicapés. Alors, les patients handicapés, comme ce patient qui a atteint d'un syndrome de Cohen, alors lui, il ne supporte pas les blouses blanches. Enfin bon, là, lui, on ne va pas lui mettre un champ opératoire sur lui, si vous voulez. Donc, il est denté complet. Il lui manque simplement 2 molaires là qui sont à extraire. Donc, on ne pourra pas lui remplacer ses dents. On décide, avec les parents, de tenter une implantation. L'implantation s'est bien passée. Vous voyez, on a positionné un implant dans les racines palatines. On a poussé donc au-delà de l'apex pour stabiliser l'implant. Ce sont les interventions qui sont très courtes, finalement, et qui permettent d'implanter même des patients qui ne sont pas très coopérants, finalement. Donc, ça nous permet vraiment de proposer, vous voyez, des traitements, là en flapless, là en post-tractionnel. Le tout est fait quand on se débrouille bien, en 20 minutes, tout est géré. Ici, encore un cas, c'est un patient de 89 ans, donc il est sous anticoagulant. Je l'avais implanté déjà il y a quelques années pour lui stabiliser un complet en bas, par 4 implants sur locator. Là, on est pendant le Covid, et il a perdu ses deux dents de devant, bien embêté. Donc on lui propose un traitement relativement simple qui va donc permettre d'extraction, implantation, qui va permettre de réhabiliter rapidement. Là, vous voyez, alors même si je passe un peu vite, là, donc on a la suite chirurgicale à 1 semaine, à 6 mois. Donc là, on va faire de la prothèse scellée ici, parce que les implants n'avaient pas une angulation facile. Les 2 prothèses, ici, avec, vous voyez, la sortie gingivale, qui est tout à fait bonne. Hein. Alors l'hygiène du patient, excusez-moi, n'est pas terrible. Et il revient me voir ensuite, quelques années plus tard, avec une mobilité, quelques mois plus tard, avec une mobilité du bridge secteur 1, ici. Donc pareillement, on va poser un implant, avant de déposer le bridge, là, on va poser un implant derrière, en 7, comme ça on garde le couloir prothétique en flapless. Ensuite, on va extraire les dents support du bridge et on va se positionner en lieu et place des dents support du bridge. Comme ça, l'intervention est relativement simple. Vous voyez là, on est guidé par le bridge, par le couloir prothétique. On va poser notre implant en flapless en postérieur. Comme l'os est de faible densité, on passe des expanseurs, voilà, pour densifier l'os. Et ensuite, on va poser notre implant avant de déposer le bridge, ici, vous voyez, en postérieur, le Magic Core. Et ensuite, on pose nos 2 autres implants en lieu et place dans support, d'accord? Tout simplement. Voilà les radios post-opératoires. Et ensuite, on le revoit juste pour prendre l'empreinte. Alors l'empreinte, c'est hyper simple pour les monoblocs. On met des clips. Alors nous, je prends mes empreintes comme ça, un peu à la old school, on va dire.
On peut faire aussi des scan body, hein. On peut très bien prendre des empreintes en scan body. Et moi, je fais des empreintes ciel fermé. Donc, je mets des clips sur mes implants. Je revois mon patient, donc finalement, 4 mois après, il vit en Bourgogne. Hein. Donc, il ne se déplace pas tous les jours à Lyon. Et mise en place de la prothèse ensuite. Vous allez voir la prothèse qui devra arriver. Voilà, donc. Là, c'est juste après la pose. Alors, vous voyez, on voit le joint, mais avec les années, vous voyez, le tissu mou va se mettre finalement au niveau de la prothèse. Et le joint est systématiquement recouvert. Voilà. À 2 ans, vous voyez, on a une stabilité tout à fait bonne de nos implants. On a fait un point des implants Magicor que l'on pose au centre. Alors, on a commencé en 2019, hein, puisque la société coréenne, au départ, n'était pas sur le marché. Donc, elle nous a donné des échantillons d'implants. C'est comme ça qu'on a pu commencer à en poser. Et progressivement, vous voyez, on en a posé de plus en plus, qui se trouve que maintenant, on en pose quasiment 200, 250 par an maintenant, d'implants Magicor. Bon, c'est encore relativement peu par rapport à tous les implants qui sont posés aux HCL, mais on en pose de plus en plus. Vous l'avez compris, on les pose chez des patients à risque, chez des patients qui ont eu des échecs implantaires. On récupère les cas finalement compliqués. On a très peu d'échecs, puisqu'on a 2,5% d'échecs. Et ces échecs, c'est souvent sur des dents unitaires, dans des os de densité 4, avec des stabilités primaires qui sont faibles. Et ce sont des échecs qui sont à 30 jours de la pose. Ce sont vraiment des échecs d'ostéo-intégration, en fait. Et ce que l'on observe aussi, c'est que finalement, dans notre activité du mercredi et du vendredi, eh bien, on a une baisse drastique du nombre de greffes, forcément. Hein, ça se mesure. Alors là, il y a le Covid ici. Mais vous voyez, auparavant, on faisait environ 40 à 50 voies latérales par an. Et maintenant, si on en fait 10-15, c'est le grand maximum. Pour nous, c'est des suites opératoires qui sont améliorées, c'est des patients qui sont satisfaits. Ce sont des coûts qui sont diminués. Ce sont des indications d'implants qui sont élargies. Alors, effectivement, ce n'est pas des situations qui sont simples, vous pouvez le voir, on marche un peu sur des œufs à chaque fois, mais grâce à ces solutions, grâce à ces protocoles, eh bien, on peut proposer des implants à ce type de patients. Pour nous, en tout cas, à Lyon, ça nous a vraiment changé notre vision de l'implantologie. Voilà, merci de votre attention. Et je vous invite à aller sur le stand d'IBS pour avoir de plus amples informations.